Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmi Karakelian. Les rumeurs qui circulent depuis plusieurs jours sont désormais confirmées. Le Premier ministre Nicole Pachinian s'est envolé aujourd'hui, 9 juillet, pour une visite de travail aux Émirats arabes unis. À Abu Dhabi, la capitale émirati, il a rencontré aujourd'hui le président des Émirats arabes, le Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Mais c'est demain 10 juillet que se tiendra une rencontre cruciale, un face-à-face entre Nicole Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans le cadre du processus de paix. Arménie future, tête de pont de la Russie contre l'Azerbaïdjan, c'est la rumeur qui enfle sur fond de tensions russo-azerbaïdjanaises. Une thèse alimentée par une campagne de désinformation qui verrait Moscou accumuler des troupes sur le sol arménien pour faire pression sur Bakou. C'est une thèse particulièrement dangereuse car, selon les analystes, Bakou pourrait y voir le prétexte idéal pour affirmer être menacé et lancer des frappes préventives contre l'Arménie. Face à ces allégations, la réaction d'Erevan a été immédiate et sans équivoque. Le ministère des Affaires étrangères a rappelé, je cite, « La République d'Arménie réaffirme sa position de principe selon laquelle son territoire ne peut être utilisé par des pays tiers pour des actions militaires contre l'un de ses voisins. » Alors, d'où vient cette rumeur? S'agit-il d'une guerre hybride, d'une manipulation ou d'un véritable enjeu géopolitique? Le décryptage dans le reportage de Narine Roukassian. La tension entre la Russie et l'Azerbaïdjan ne date pas de la descente de police musclée du 27 juin à Ekaterinbourg. Le point de rupture remonte à bien plus loin, affirme l'analyste politique Arman Abovian. Il n'existe personne au sein de l'establishment politique azerbaïdjanais, pas une seule entité qui oserait, pour le dire crûment, l'ouvrir contre la Russie sans un feu vert ou des arrangements externes. Le problème est plus profond, explique Arman Abovian. Pour preuve, en 2021, un jeune azerbaïdjanais avait été tué accidentellement par un policier de la route en Russie. L'affaire, qui aurait dû faire grand bruit, a été étouffée. À l'inverse, à la fin de l'année dernière, lorsqu'un avion azerbaïdjanais a été abattu par un missile russe au-dessus de la Tchétchénie avant de s'écraser au Kazakhstan, Bakou a protesté à tous les niveaux possibles. La Grande-Bretagne avait adopté une position très claire à ce sujet. Ils exhortaient même Aliyev à saisir la justice internationale et à y soulever la question de la responsabilité du président russe lui-même. Selon l'analyste, en observant les processus et les réorientations politiques en chaîne en Azerbaïdjan, on constate que depuis 2022-2023, le pays a commencé à s'éloigner progressivement du vecteur eurasiatique. L'Azerbaïdjan, en tant que projet géopolitique britannique, n'a jamais pu et ne parvient toujours pas à mener une politique indépendante. Il y a une expression qui circule. À Istanbul et Ankara, on surnomme Aliyev le vizir au service des Turcs. En somme, l'analyste l'affirme, l'Azerbaïdjan est et restera un projet britannique. L'Azerbaïdjan essaye d'une part de satisfaire cette demande extérieure pour marquer des points, et d'autre part, bien sûr, il tente de garder le contrôle pour que la situation ne dégénère pas, car ils comprennent sans doute que, dans ce cas, les problèmes pourraient être bien plus graves pour eux. Selon ce projet britannique, l'Iran et la Russie doivent être évincés de la région. L'objectif à long terme de Londres serait de prendre le contrôle des routes allant de la mer Adriatique jusqu'aux frontières de Chine. Pour Arman Abovian, le fameux corridor de Zangezur doit être analysé précisément dans cette logique. Si l'on fait le parallèle, le fait que la Turquie et l'Azerbaïdjan fassent aujourd'hui pression sur l'Arménie pour qu'elle accepte son propre suicide et accorde un corridor à travers le Sunnik, alors que Bakou a déjà déclaré que 64% du territoire arménien est l'Azerbaïdjan occidental, alors oui, ces actions s'inscrivent parfaitement dans ce concept global. Dans ce climat de tension, les États anti-russes de l'espace post-soviétique, comme les pays baltes et l'Ukraine, ont relancé l'idée que l'Arménie pourrait devenir une base arrière pour la Russie. Et voilà que la lointaine Ukraine, oubliant ses propres malheurs, diffuse une information très sérieuse. La Russie accumulerait des troupes en Arménie pour faire pression sur l'Azerbaïdjan par notre intermédiaire. Pour l'analyste, cette information est fausse. Si la Russie avait renforcé son contingent en Arménie ne serait-ce que de 100 soldats, la sphère médiatique aurait explosé. Selon lui, ces fausses informations visent à entraîner l'Arménie dans le conflit russo-azerbaïdjanais. Arman Abovian salue ici la réaction rapide du ministère arménien des Affaires étrangères qui a rappelé qu'il n'entrait pas dans les plans de l'Arménie de permettre que son territoire soit utilisé pour faire pression ou mener des actions militaires contre des pays tiers. Oui, ce sont des provocations. Non, les Russes ne se préparent pas et ne veulent rien faire contre l'Azerbaïdjan depuis le territoire arménien. Ils ont bien assez d'autres leviers pour faire pression sur Bakou.
Que l'Ukraine mène une guerre hybride et frappe la Russie partout où c'est possible n'est pas une nouveauté, estime Jacob Badalian. Selon lui, l'Arménie avait et a toujours une carte à jouer dans cette situation. Avec un peu d'intelligence, oui, nous aurions pu utiliser cette situation à notre avantage. Absolument. Car que ce soit une tension ou une amélioration des relations, chaque processus politique ouvre une fenêtre d'opportunité pour nous. De l'avis des experts, si la situation continue d'évoluer sur la même trajectoire, des tensions vont s'accumuler et mèneront inévitablement à une explosion. Le dénouement du conflit russo-ukrainien sera décisif pour les positionnements futurs. Mais d'ici là, concluent les analystes, que la Russie soit en lune de miel ou en instance de divorce avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie doit rester vigilante et maintenir une position neutre. Narine Goukassian, Réopan Média. Les États-Unis s'attendent à la signature prochaine d'un accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. C'est la déclaration du secrétaire d'État américain Marco Rubio faite lors d'une rencontre à la Maison-Blanche avec le président Donald Trump. Il a d'ailleurs énuméré les autres points chauds du globe où, selon lui, la paix a été instaurée grâce aux efforts américains. Nous avons mis fin à la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Un accord de paix a été signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et la guerre de 12 jours s'est terminée par une opération américaine. Les États-Unis sont le seul pays au monde capable de le faire. J'espère que bientôt, un accord de paix sera signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La porte-parole du département d'État américain, Tammy Bruce, est revenue sur cette déclaration. Elle a souligné l'importance de cette prise de parole. Je cite: « Nous nous réjouissons des nombreux accords, cessez-le-feu et changements dans lesquels nous avons été impliqués. Le secrétaire d'État avait ses raisons pour dire cela et dès que nous aurons plus de détails, je vous les communiquerai. » Fin de citation. Une autre nuance, pourtant, alors que Bakou déclare officiellement par la voix de ses plus hauts responsables que la paix est déjà là et que le calme règne aux frontières, les tirs se poursuivent en direction de la région de Syunik. Nos jeunes correspondants se sont rendus à Khanatssar, un village cible de tirs d'une intensité quasi constante. Les habitants disent avoir l'impression d'être revenus dans les années 90. Nous ne donnerons pas satisfaction à l'ennemi. Nous sommes les maîtres de notre terre, les maîtres de notre eau. Nous ne quitterons jamais notre village. Qu'ils tirent autant qu'ils veulent, nous n'avons pas peur. Il n'y a pas de panique. Nous sommes les maîtres de notre terre et de notre patrie. Même la poussière qui s'élève des voitures, pour moi, c'est la vie. Hier, une explosion survenue dans une base militaire arménienne a fait 8 blessés. Le ministère de la Défense a annoncé que les victimes participaient à des exercices militaires et que leurs vies ne sont pas en danger. Selon les premières informations, l'explosion d'un obus de mortier serait à l'origine de l'accident qui a eu lieu sur un terrain d'entraînement. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. Revenons à la tension entre l'Église apostolique arménienne et le Premier ministre Nikol Pachinian. Depuis le Liban, une voix majeure de l'Église arménienne s'est exprimée sur la crise qui secoue le pays. Le catholicos de la grande maison de Cilicie, Aram Ier, a réagi aux tensions politiques internes. Sa sainteté a confié qu'il songeait beaucoup à se rendre en Arménie ces derniers temps, mais que le climat actuel, marqué par les déclarations virulente au Parlement et sur les réseaux sociaux, ainsi que par les arrestations, ne l'encourageait pas à faire le voyage vers sa patrie. Cependant, je reste prêt à tout moment à me rendre en Arménie pour rencontrer sa sainteté Garéguine II, catholicos de tous les Arméniens, le Premier ministre Nikol Pachinian et d'autres responsables, afin de chercher ensemble les meilleures solutions pour sortir l'Arménie de la grave situation actuelle. Cette crise également fait réagir au niveau international. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, répondant à une question de l'agence RIA Novosti, a déclaré que les Nations Unies espéraient voir la situation autour de l'Église apostolique arménienne se résoudre dans le cadre d'une procédure régulière. De son côté, le Conseil œcuménique des Églises a publié une déclaration. Son secrétaire général, le révérend Jerry Pillay, écrit:
À la lumière de ces événements, nous appelons le gouvernement arménien à assurer la protection, la dignité et les droits légaux de tous les chefs et institutions religieuses, s'abstenir de toute action ou déclaration qui pourrait être interprétée comme ciblant des entités religieuses ou incitant à l'hostilité publique, respecter les principes de liberté de religion, de procédure régulière et d'exercice pacifique de la foi, encourager un dialogue ouvert et constructif entre les institutions de l'État et les communautés religieuses. La polémique autour de la nationalisation des réseaux électriques d'Arménie ne faiblit pas. Notre rédaction s'est donc penchée sur l'histoire de cette entreprise stratégique. Car au-delà du jargon technique, beaucoup ignorent son parcours. Nous avons voulu comprendre comment cette entreprise a-t-elle évolué, quand et comment l'homme d'affaires Samvel Karapetyan en a-t-il pris le contrôle et qui l'a géré avant lui. L'artère du système énergétique de notre pays, la Compagnie des réseaux électriques d'Arménie, a toujours été au carrefour d'intérêts économiques et politiques, passant de la gestion étatique à la privatisation, sous contrôle de propriétaires étrangers, avant de faire face aujourd'hui à une possible nationalisation. Au début des années 1990, l'Arménie a été frappée par une crise énergétique profonde. Entre 1992 et 1995, le pays était quasiment plongé dans l'obscurité avec une fourniture d'électricité extrêmement limitée. Le déclin économique, le faible taux de recouvrement des factures et des infrastructures délabrées n'ont fait qu'aggraver la situation. Le système de distribution était alors fragmenté en de multiples petites entreprises inefficaces, entravant toute gestion rationnelle. En 1996, le gouvernement arménien a tenté de remédier à la situation en créant 64 entreprises de réseaux publics. Mais cette structure n'a pas répondu aux attentes et un processus de regroupement a débuté dès 1997. Les 64 entreprises ont finalement été réorganisées en 11 entités plus grandes qui, en 2002, ont été fusionnées en 4 compagnies régionales, Réseau électrique d'Erevan, Nord, Sud et Centre. En mai de la même année, ces compagnies ont été unifiées pour former une seule entité, les Réseaux électriques d'Arménie. Le 26 août 2002, le gouvernement arménien a vendu 100% des actions de la société britannique Midland Resources Holding pour 40 millions de dollars. La transaction visait à attirer des investissements étrangers et à moderniser le système énergétique. Beaucoup ont alors jugé ce prix extrêmement bas, compte tenu de l'importance stratégique et de la rentabilité de l'entreprise. Les critiques y voyaient également une menace pour la sécurité nationale. En 2006, Midland Resources Holding a revendu les actions des réseaux électriques d'Arménie à la société russe Interrao IS pour environ 73 millions de dollars. Cette transaction a également été controversée car cette grande entreprise russe renforçait ainsi sa position sur le marché arménien de l'énergie. Interrao a cependant réalisé des investissements qui ont permis d'améliorer l'état technique des réseaux. En 2015, les actions des réseaux électriques d'Arménie ont été cédées à la société Lioman Holdings Limited, liée au groupe Tachir de l'homme d'affaires russo-arménien Samvel Karapetyan. En 2017, 70% des actions ont été officiellement transférées à Tachir Capital. Le prix de la transaction n'a pas été clairement publié, mais selon certaines sources, il s'élèverait entre 200 et 250 millions de dollars. En 2015, la proposition d'augmentation des tarifs par les réseaux électriques d'Arménie avait provoqué le mouvement de protestation Electric Yerevan. Le gouvernement avait finalement subventionné les tarifs pour apaiser la situation. En 2025, les réseaux électriques d'Arménie demeurent l'opérateur monopolistique de la distribution d'électricité en Arménie, desservant environ 985 000 abonnés. En juin, la Commission de régulation des services publics a infligé une amende de 10 millions de drachmes à l'entreprise pour des violations liées au compteur, à la précision de la facturation et aux droits des consommateurs. L'exécutif, puis le législatif, ont désormais décidé de nationaliser les réseaux électriques d'Arménie. La législation du pays offre cette possibilité sur la base d'une loi et avec une indemnisation complète de la valeur du bien et des dommages causés. Cependant, la loi sur les investissements étrangers et les engagements internationaux protège les droits de l'investisseur. Cela signifie que la nationalisation pourrait entraîner des litiges judiciaires internationaux et nuire à l'attractivité du pays pour les investisseurs. Si le gouvernement assure qu'il n'y a pas de problème majeur, le propriétaire, le groupe Tachir, a déjà annoncé qu'il recourrait au droit international pour défendre ses intérêts. Mary Danielian, Reopen Media. Elle a traversé près de 1000 ans d'histoire et de conflits. Elle s'apprête aujourd'hui à traverser la Manche. La tapisserie de Bayeux prêtée au Royaume-Uni est le symbole le plus éclatant de la visite d'État d'Emmanuel Macron à Londres. Une visite conçue pour réchauffer des relations refroidies par le Brexit et pour rappeler au monde que malgré les divergences, le lien entre Paris et Londres reste indéfectible. Mais cette main tendue est aussi un appel à l'action commune face à la guerre en Ukraine et au drame qui se joue à Gaza. Cette fois-ci, je vous présente le reportage que j'ai préparé moi-même. Historique, c'est ainsi que la presse mondiale qualifie la visite d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni.
5 ans après le Brexit, le président français, le premier chef d'État de l'Union européenne, a foulé le sol britannique pour une visite d'État, le plus haut niveau de protocole diplomatique. À leur descente d'avion, le couple présidentiel a été accueilli par le prince William et son épouse Kate, la princesse de Galles. Un premier accueil marqué par un clin d'œil symbolique, la tenue Dior de la princesse, hommage à la maison qui a incarné le renouveau de la mode française après la Seconde Guerre mondiale. C'est ensuite Sa Majesté le roi Charles III qui les a reçus officiellement, avec tout le faste réservé aux visites d'État. Le point d'orgue de cette journée fut le discours du président français au palais de Westminster. Une prise de parole que beaucoup n'ont pas hésité à comparer à celle historique du général de Gaulle, il y a 65 ans, entre ces mêmes murs. Si le général avait alors réchauffé le cœur des Britanniques et apaisé les tensions, Emmanuel Macron lui est venu pour faire fondre la glace diplomatique installée entre les deux pays depuis le Brexit. C'est un moment historique pour nos deux pays et pour l'Europe tout entière. Le peuple français n'oublie jamais les hauts faits du peuple britannique durant les 2 guerres mondiales. On n'oublie pas votre combat contre la barbarie nazie. Aujourd'hui, des pulsions impérialistes font leur retour sur notre continent. La menace de la guerre est à nouveau là. Nous devons montrer que l'alliance entre la France et la Grande-Bretagne peut renverser des montagnes. Il nous faut coopérer étroitement pour défendre l'ordre international, comme nous l'avons fait après la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de son passage, le président Macron a martelé la nécessité de soutenir l'Ukraine, afin qu'une paix juste et durable puisse s'établir dans le monde. Je souhaite féliciter votre pays, car vous êtes l'un des plus fidèles alliés de l'Ukraine, et ce, dès le premier jour. Vous avez soutenu le président Zelensky et son gouvernement. Ensemble, et avec ténacité, nous nous battrons pour soutenir le peuple ukrainien dans la défense de ses droits. À plusieurs reprises, la Russie de Poutine a progressé dans cette guerre. Mais nous allons réfuter cette thèse selon laquelle la force fait le droit. Nous créerons une coalition de volontaires, et ce sera le signe que l'Europe n'abandonnera jamais l'Ukraine seule. Le chef de l'État n'a pas éludé les autres points chauds du globe, comme à Gaza, où des gens meurent chaque jour, des destins sont brisés. Le président a appelé les politiciens britanniques à bâtir ensemble une architecture de sécurité commune pour vivre en paix avec ses voisins. Point saillant de son intervention, l'appel à la reconnaissance d'un État palestinien incluant l'enclave de Gaza, ce qui, selon lui, ouvrirait de nouvelles portes dans la politique mondiale. Aujourd'hui, exiger un cessez-le-feu inconditionnel à Gaza, c'est tout simplement dire au monde entier que pour nous, Européens, il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. Nous exigeons un cessez-le-feu, sans condition. Selon le principe de la solution à 2 États, la reconnaissance de l'État de Palestine est également le seul moyen de construire la paix. Emmanuel Macron a affirmé que le Royaume-Uni et la France devaient une nouvelle fois montrer au monde que leur alliance peut s'avérer décisive. Hasmi Karakelian, Reopen Media. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 9 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous donne rendez-vous demain.